j'ai 35 ans et jusqu'à l'année dernière, je pensais avoir un mariage solide. Cela faisait 5 ans que nous étions mariés, pas encore d'enfants, mais nous en parlions, ou du moins c'est ce que je croyais. Avec le recul, c'était peut-être le premier signal d'alarme, c'était toujours moi qui poussais pour l'étape suivante alors qu'elle semblait se contenter de suivre le mouvement. Mais bon, après coup, tout paraît plus clair, n'est-ce pas? Laissez-moi revenir un peu en arrière pour vous donner du contexte. Je m'appelle Alexandre, c'est un faux prénom bien sûr, et je travaille comme responsable informatique pour une entreprise technologique de taille moyenne à Lyon. Un job stable, un bon salaire, le genre de situation qui permet d'acheter un bel appartement sans s'étouffer sous les dettes. J'ai rencontré Juliette à la fac, elle étudiait le marketing et moi l'informatique. Elle était extravertie, drôle, le genre de fille qui illumine une pièce dès qu'elle y entre. Moi, j'étais plutôt le gars calme et fiable, celui qui s'assurait que tout le monde rentrait bien après les soirées étudiantes. Les opposés s'attirent, comme on dit. Nous sommes sortis ensemble pendant 3 ans avant que je ne demande sa main. Elle a dit oui et le mariage était magnifique, sa famille est venue de loin et mes parents ont organisé un grand dîner dans leur jardin pour les fiançailles. Au début, tout allait bien. Je l'ai soutenue dans tout. Environ 2 ans après le mariage, elle a perdu son emploi suite à un plan social. Ça l'a anéantie. Elle a fait une dépression pendant des mois. J'ai pris des missions de conseil en plus de mon boulot pour payer les factures et je l'ai encouragée à prendre son temps pour réfléchir à ce qu'elle voulait vraiment. J'ai même refusé une promotion qui aurait nécessité un déménagement à Paris parce qu'elle n'était pas prête à partir. Je lui ai dit qu'on construirait notre vie ici, sans pression. Elle a fini par décrocher un poste de consultante en marketing et les choses semblaient repartir. Mais vers la 4e année, des fissures ont commencé à apparaître. Elle rentrait tard avec des collègues, revenait éméchée et distante. Son téléphone vibrait sans arrêt et elle l'orientait toujours pour que je ne voie pas l'écran. Au début, j'ai mis ça sur le compte du stress. Puis il y a eu ces petites piques, elle me comparait à d'autres hommes, du genre tiens, mon collègue Marc vient de s'acheter un voilier, ça doit être génial d'avoir ce goût de l'aventure. Marc, ce nom revenait tout le temps. Il s'est avéré que c'était son ex d'avant notre rencontre, quelqu'un qu'elle avait fréquenté brièvement à la fac. Elle l'avait mentionné 1 ou 2 fois comme un type sympa, rien de sérieux. Mais ces derniers temps, elle en parlait de plus en plus, toujours sur un ton décontracté qui sonnait faux. Sur les réseaux sociaux aussi, ça a commencé subtilement. Elle postait des stories vagues ou des citations sur le fait de ne pas se contenter de moins que ce que l'on mérite ou sur les étincelles du passé qui ne s'éteignent jamais. Je les voyais car nous suivions, mais elle ne m'identifiait jamais. Ça faisait mal, mais je ne l'ai pas confrontée, je ne voulais pas avoir l'air d'un mari jaloux. Au lieu de ça, j'ai suggéré une thérapie de couple. Je lui ai dit qu'on devrait en parler avec un professionnel, qu'on avait trop investi dans notre couple pour laisser les choses se dégrader. Elle a accepté, mais avec le recul, son enthousiasme était pour le moins mitigé. Nous avons pris rendez-vous avec une thérapeute neutre en centre-ville, recommandée par un ami. J'y suis allé plein d'espoir, pensant que c'était notre chance de repartir à zéro. Ce matin-là, je me souviens avoir ressenti un mélange de nervosité et d'optimisme. J'ai préparé le café, je l'ai embrassé avant de partir au travail et nous nous sommes rejoints au cabinet en fin de journée. Le bureau de la thérapeute était dans un immeuble calme, des murs beiges, de l'art générique, le genre d'endroit conçu pour ne brusquer personne. Nous étions assis aux 2 extrémités d'un canapé un peu usé. La thérapeute, une femme d'une 50aine d'années nommée Dr Morel, était installée entre nous dans un fauteuil. Elle a commencé par les bases en nous demandant ce qui nous amenait ici.
J'ai parlé en premier, expliquant que je sentais une distance grandir et que je voulais que nous nous retrouvions. Juliette hochait la tête, mais ses yeux étaient fixés sur son téléphone caché sous sa cuisse. Quand est venu son tour, elle a soupiré de manière théâtrale en disant qu'Alexandre était parfait sur le papier, mais que dernièrement, elle avait l'impression que nous n'étions que des colocataires, sans aucune excitation. Le docteur Morel a demandé doucement de préciser ce qu'elle entendait par excitation. C'est là que tout a déraillé. Juliette a parlé de son sentiment d'être coincée, du fait que notre vie était trop prévisible. J'écoutais en me disant que c'était positif, qu'on crevait l'abcès. Puis là, thérapeute a posé une question sur les relations passées et si des sentiments non résolus nous affectaient aujourd'hui. Juliette a hésité, puis a haussé les épaules en disant qu'il y avait son ex, Marc, avec qui elle avait repris contact sur les réseaux sociaux il y a quelque temps, et qu'il était juste différent, plus vivant. J'ai senti un nœud dans mon estomac, mais je suis resté calme en demandant comment ils avaient repris contact. Elle a balayé ma question d'un revers de main en disant qu'ils étaient juste amis, mais que lui parler lui rappelait ce qui lui manquait peut-être. La thérapeute s'est penchée en avant, demandant à Juliette d'être plus précise sur l'impact que cela avait sur son engagement dans notre mariage. C'est laquelle a lâché la bombe. Elle m'a regardé droit dans les yeux, sans même scier, et a dit, « Écoute, si Marc me demandait de revenir demain, je te quitterai. Je veux dire, c'est lui l'homme de ma vie qu'on n'oublie pas. Avec toi, c'est confortable, mais est-ce que c'est suffisant? Je mérite plus qu'une simple stabilité. » Le silence dans la pièce est devenu assourdissant. Le docteur Morel s'est figé, son stylo suspendu au-dessus de son carnet, les yeux écarquillés comme si elle venait d'être témoin d'un accident de voiture. J'entendais le tic-tac de l'horloge au mur. Mon cœur battait à tout rompre, mais extérieurement, je n'ai pas réagi. Pas de cris, pas de larmes. C'était comme si un interrupteur s'était éteint. Tout ce qu'elle venait de dire confirmait ce que j'ignorais depuis des mois. Je n'étais pas son premier choix, j'étais juste sa roue de secours sécurisante. J'ai pris une grande inspiration, j'ai posé mes mains sur mes genoux et je me suis levé. J'ai dit calmement au docteur Morel que je la remerciais pour son temps mais que je pensais avoir entendu tout ce dont j'avais besoin. Juliette a cligné des yeux, prise de court, et m'a dit de me rasseoir, que nous n'avions pas fini. Je l'ai regardé, mais il n'y avait aucune colère dans ma voix, juste une décision finale. Je lui ai répondu qu'en réalité, si, nous avions fini, car elle avait été très claire. La thérapeute a bafouillé qu'on devrait peut-être discuter. Mais je l'ai interrompu poliment en disant que cette séance avait été très éclairante. J'ai salué les deux femmes et j'ai franchi la porte, j'ai remonté le couloir et j'ai pris l'ascenseur. Mon esprit tournait à 100 à l'heure. J'étais blessé, certes, mais je ressentais aussi une clarté étrange. Tous ces sacrifices, ces rêves reportés, ce soutien silencieux, tout ça pourquoi? Pour n'être que le second choix de quelqu'un. Le temps d'arriver dans le hall, mon téléphone a vibré. C'était Juliette. J'ai laissé sonner et je suis sorti sur le parking. Une autre vibration, un message, « C'est quoi ton problème Alexandre? Reviens ici. » Puis les appels se sont enchaînés. J'ai mis mon téléphone en silencieux, je suis monté dans ma voiture et j'ai roulé, pas vers chez nous, mais vers chez un ami à l'autre bout de la ville. J'ai dormi sur son canapé ce soir-là, en lui expliquant la situation sans faire de drame. Je lui ai dit que c'était fini, il n'a pas insisté et m'a juste tendu une bière. Les appels continuaient, les messages vocaux s'accumulaient. J'ai écouté les premiers parts. Curiosité. Juliette disait que ses paroles avaient dépassé sa pensée, qu'elle était juste honnête comme la thérapeute l'avait demandé et que je ne devais pas surréagir. Sa voix oscillait entre l'agacement et la panique. Dans un autre
Message, elle disait, tu vas vraiment partir pour quelques mots? Grandis un peu, on peut arranger ça. Sa logique tordue m'a frappé de plein fouet. Elle présentait sa trahison comme de l'honnêteté, comme si admettre qu'elle me plaquerait pour son ex était un acte courageux. Mais ce n'était pas une question de mots, c'était la vérité qu'il cachait. Je m'étais investi corps et âme dans un mariage qu'elle considérait comme un simple bouche-trou. C'était terminé. Cette nuit-là, j'ai commencé à m'organiser. Je ne l'ai pas supplié. Je n'ai pas cherché la confrontation, je me suis juste détaché. Je l'ai bloqué. Temporairement pour réfléchir. Dès le lendemain, j'ai contacté un avocat pour lancer la procédure de divorce. J'ai déplacé mes affaires essentielles dans un garde-meuble et j'ai laissé l'appartement en l'état, elle pouvait le garder pour l'instant. Je voulais une sortie propre, mais ces tentatives n'ont pas cessé. Des SMS via des applications de numéros jetables me disaient que c'était ridicule et que je devais lui parler. Puis sa sœur s'en est mêlée en m'appelant. Juliette est dans un état lamentable, Alexandre, elle ne pensait pas ce qu'elle a dit, ne gâche pas votre famille pour une seule séance de thérapie. J'ai raccroché sans un mot. Puis est venu l'email de sa mère me disant qu'elle avait élevé sa fille pour qu'elle soit franche et que je l'abandonnais au moment où elle avait le plus besoin de moi, me demandant quel genre d'homme faisait ça. L'hypocrisie était totale, il l'avait toujours couvé, lui trouvant des excuses pour tout. Maintenant, ils essayaient de me faire culpabiliser. Non. Merci. Pendant ce temps, je me suis concentré sur moi-même. Je me suis mis au sport sérieusement, j'ai finalement accepté cette promotion que j'avais refusée. Et je me suis installé temporairement dans un bureau satellite de ma boîte à quelques heures de là. C'était libérateur. Pour la première fois depuis des années, je n'avais plus l'impression de marcher sur des œufs. Les mois suivants ont été flous, mais pas comme dans un montage de film dramatique. C'était plutôt comme marcher dans la boue, lent, pénible et épuisant. Je n'ai pas sombré dans un complot de vengeance ni noyé mon chagrin dans l'alcool. Non, j'ai juste existé. Réveil sur le canapé de mon pote, boulot, retour, rebelote. Mais dans ce silence, sans le bruit constant des attentes de Juliette ou ses critiques subtiles, j'ai recommencé à respirer. J'ai déposé la demande de divorce la semaine suivant la séance de thérapie. J'ai fait simple, divorce par consentement mutuel, partage équitable des biens. L'appartement était à nos deux. Non mais je l'ai laissé y vivre le temps de la procédure car je ne voulais pas du drame de l'expulsion, je voulais juste de la distance. Mon avocat gérait la communication et j'ai emménagé dans un petit appartement près de mon nouveau bureau. C'était un simple 2 pièces avec kitchenette et vue sur un parking. Mais c'était le mien. Plus besoin d'attendre que l'orage éclate. Le travail est devenu mon ancrage. J'ai plongé dans mes nouvelles responsabilités, je faisais de longues journées mais elles étaient productives. Pour la première fois, je ne vérifiais pas mon téléphone toutes les 5 minutes pour voir si Juliette avait besoin de quelque chose. J'ai même repris mes missions de conseil le week-end. Dans la cybersécurité. Ce n'était pas glamour mais ça gonflait mes économies et me donnait un but. Physiquement, j'ai changé aussi. J'avais toujours été plutôt en forme, mais là, j'allais à la salle de sport comme si c'était une thérapie. Musculation, cardio, peu importe, ça me vidait la tête. J'ai perdu 7 kilos et gagné du muscle. Ce n'était pas pour me venger en étant beau, c'était pour me sentir forte à nouveau. Mentalement, j'ai commencé à voir un psy en solo. Quelqu'un de nouveau. On a déballé pas mal de choses, comment j'avais ignoré les signaux d'alarme, comment je m'étais effacé pour maintenir la paix. Mon psy me disait que j'avais été loyal jusqu'à l'excès, mais que la loyauté sans réciprocité n'est que du sacrifice de soi. Des souvenirs me revenaient par moments, comme la fois où la voiture de Juliette était tombée en panne pendant
Un voyage et où j'avais fait 4 heures de route sous la pluie pour venir là. Chercher sans poser de questions. Ou quand elle avait voulu faire cette formation de marketing hors de prix pour booster sa carrière et que j'avais vidé mes économies pour l'aider alors que ça signifiait retarder mes propres certifications. Elle me disait que j'étais son rock à l'époque, mais les rocks finissent par s'éroder. Ces souvenirs faisaient mal mais ils me motivaient. Aussi. Pourquoi m'étais-je contenté d'être le second choix? La confusion a persisté un temps, je fixais le plafond la nuit en me demandant si j'aurais pu sauver les choses, mais lentement, c'est devenu clair, ce n'était pas mon échec, c'était son choix. Socialement, c'est devenu intéressant. Nos amis communs m'ont contacté prudemment. Quand le mot a circulé, les camps se sont formés en silence. Certains se sont éloignés d'elle pour m'inviter moi à des barbecues. Les publications de Juliette sur Internet sont devenues plus vagues, plus cryptiques, parlant de grandir à travers la douleur, ce qui ressemblait surtout à une façon de se dédouaner. Je me suis désabonné de tout, je me suis concentré sur mon cercle, j'ai commencé la randonnée le week-end, j'ai rejoint une équipe de quiz dans un pub local et j'ai rencontré des gens qui ne connaissaient pas mon passé, qui me voyaient comme Alexandre et non comme le mari de Juliette. Les rendez-vous amoureux sont revenus un jour. Rien de sérieux. Au début, juste un café par-ci, un dîner par-là. C'était bizarre mais libérateur. De ne pas avoir la pression d'être le fournisseur parfait. Environ 6 mois. Après la séance fatidique, j'ai rencontré Léa lors d'une conférence professionnelle. Elle travaille dans les ressources humaines, elle est vive, gentille et a un rire qui balaie toutes les bêtises. On a accroché tout de suite. Sur nos passions communes pour la science-fiction et les jeux de mots nuls. Ce n'était pas une relation pansement, c'était réel. Elle connaissait mon histoire. Elle n'a pas cherché à fouiller, elle m'a juste soutenu. Pour la première fois. Je me sentais l'égal de quelqu'un et non un filet de sécurité. Pendant tout ce temps, je suis resté hors de l'orbite de Juliette, ignorant les rares emails de son avocat qui pinaillait sur des détails. Ses tentatives s'étaient calmées. Après le barrage initial, mais je savais que ce n'était pas fini. Le silence était trop pesant, comme l'approche d'un orage. Et oui, je me posais des questions sur Marc. Était-elle vraiment retournée avec lui? Les rumeurs circulaient. Des amis disaient les avoir vus ensemble dans des bars, mais je ne creusais pas. C'étaient ses problèmes maintenant, les miens consistaient à reconstruire ma vie brique par brique. Au 8e mois, je me suis regardé dans le miroir et j'ai vu quelqu'un de nouveau, confiant et léger. La blessure était là, comme une cicatrice, mais elle ne me définissait plus. J'avais assez ruminé l'injustice, il était temps de passer à autre chose. C'est alors que le karma a décidé de pointer le bout de son nez, avec un peu de retard mais une sacrée force. Ce n'était pas un éclair divin, juste les conséquences naturelles de ces mauvais choix. Je n'ai rien cherché, les infos sont venues à moi par le bouche à oreille d'amis communs qui ne pouvaient s'empêcher de partager les potins. Tout a commencé quand Juliette a emménagé avec Marc environ 1 mois après mon départ. D'après ce qu'on m'a dit, c'était le grand amour au début. Escapade romantique, sortie tape à accent grave l'œil. Elle postait des trucs sur son nouveau départ, mais les fissures sont apparues très vite. Marc, l'ex passionnant, s'est avéré être aussi instable qu'on pouvait l'imaginer. Pas de job fixe, juste des missions bizarres qui ressemblaient à des arnaques. Les disputes ont éclaté. On racontait qu'il avait un tempérament colérique. Un soir, ça a explosé publiquement dans un bar, il lui a crié dessus pour rien et a cassé un verre. Elle a essayé de minimiser la chose mais tout le monde le savait. Puis, vers le 5e mois, Marc l'a larguée. Il s'était servi d'elle pour avoir un endroit où dormir le temps de se retourner, il a vidé ce qui lui restait d'économie dans ses projets foireux et il a disparu. Il s'est avéré
qu'il avait une autre fille en vue tout ce temps, quelqu'un de plus jeune. Juliette l'a appris de la pire des manières via une photo sur les réseaux. Elle a sombré rapidement. Elle a perdu son boulot peu de temps après car elle ramenait ses drames au bureau et ratait ses échéances. Elle a été licenciée avec une prime qui couvrait à peine son loyer. L'isolement a suivi. Sa famille la soutenait, certes, mais même eux avaient des limites. Sa sœur s'est confiée à un ami commun en disant que Juliette était une épave, qu'elle pleurait toute la journée et rejetait la faute sur tout le monde. Les amis communs ont pris leur distance après avoir appris la vérité sur ce qu'elle avait dit chez la thérapeute. Ils ont vu son hypocrisie. Elle t'a traité comme un tapis de sol, m'a dit l'un d'eux. Les invitations ont cessé, les discussions de groupe se sont tues. Sa réputation était en chute libre. Elle a fini par squatter le canapé de sa mère, vivant des allocations et croulant sous les dettes de l'appartement qu'elle ne pouvait plus payer seule. J'ai eu les détails au compte-gouttes par un SMS d'un pote ou un mail, je me contentais de hocher la tête et d'avancer. Intérieurement, c'était satisfaisant d'une certaine manière, pas par méchanceté. Pure mais comme une validation. Elle avait cherché l'excitation et avait trouvé le chaos, j'avais choisi la stabilité et j'avais construit la paix. L'ironie était totale, elle m'avait rejeté car j'étais ennuyeux, mais maintenant c'était elle qui était à la dérive. C'était mérité. Pas d'explosion à la Hollywood, juste des conséquences logiques. Le contre-coup n'est pas resté silencieux longtemps. Après que le karma l'ait frappé, les tentatives de Juliette pour revenir ont repris de plus belle. Ça a commencé par des SMS de nouveau numéro, Alexandre, on doit parler, j'ai fait une énorme erreur. Je supprimais sans répondre, mais ça a empiré. Des messages vocaux éplorés d'abord. Puis frustrés. Sa famille est revenue à la charge, toujours aussi toxique, me faisant passer pour le méchant parce que je ne lui pardonnais pas son moment d'honnêteté. Un mois après son licenciement, elle a débarqué à mon nouvel appartement sans prévenir. Je venais de rentrer du travail quand l'interphone a sonné. Sa voix était brisée, Alexandre, c'est moi, s'il te plaît, laisse-moi monter, j'ai fait toute la route. J'ai hésité, mais la curiosité ou le besoin de clore définitivement le chapitre l'a emporté. Je l'ai laissé entrer mais j'ai gardé la chaîne à la porte quand elle a frappé. Elle avait l'air épuisée. Les cheveux en bataille, les yeux gonflés, les vêtements froissés. Elle m'a remercié en s'approchant, disant qu'elle était à bout, que Marc avait été horrible, abusif et manipulateur, qu'il lui avait tout pris, son argent et sa confiance. Elle m'a dit qu'elle vivait chez sa mère et que c'était l'enfer car elle ne cessait de lui faire la morale. Elle a essayé de prendre ma main à travers l'entrebâillement de la porte, mais j'ai reculé. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait. Ses yeux se sont remplis de larmes et elle a dit qu'elle voulait qu'on se remette ensemble, que ce qui s'était passé chez la psy était une bêtise, qu'elle s'était sentie forcée d'être honnête mais que ce n'était pas la réalité, que j'étais le plus stable, le meilleur. Et qu'on pouvait recommencer une thérapie pour de vrai. J'ai secoué la tête et je lui ai rappelé ses propres mots, si Marc lui demandait, elle partirait. Et c'est ce qu'elle avait fait, elle avait couru après l'excitation en me gardant comme plan B. Elle a rougi et a essayé de renverser la situation en disant que c'était hypothétique. Et que c'était moi qui l'avais poussé à bout avec ma vie routinière, sans passion ni risque. Mais qu'elle voyait maintenant que la stabilité comptait. Elle a dit qu'elle était désespérée. Elle était désespérée, c'était vrai, mais sa logique était toujours la même, me blâmer pour ses choix. L'hypocrisie pure. Je lui ai répondu calmement que ce n'était pas une question de passion ou de risque, mais de respect, qu'elle n'en avait pas pour moi à l'époque et que je n'avais plus de temps pour ça aujourd'hui. Elle s'est mise en colère. Instantanément, montrant son vrai visage. Elle a crié que j'étais sans cœur. Que j'étais un lâche de partir comme ça après tout ce qu'elle avait supporté.
mon job ennuyeux et mes choix sans risque. J'ai fermé la porte au milieu de ça. Crise de rage et j'ai verrouillé. Adieu Juliette. Ses coups sur la porte se sont estompés. J'ai bloqué le nouveau numéro mais elle n'a pas arrêté. Des semaines plus tard, le harcèlement familial s'est intensifié. Sa sœur m'a appelé pour me dire que c'était ridicule, que Juliette ne mangeait plus et pleurait tout le temps, que je devais assumer mes responsabilités familiales et la reprendre. Je lui ai répondu froidement que ce n'était plus ma famille et de dire à Juliette de passer à autre chose avant de raccrocher. Sa mère m'a envoyé un long mail culpabilisateur, disant qu'elle ne pouvait pas croire que j'abandonnais sa fille. Alors qu'elle n'avait fait qu'exprimer ses sentiments, et que mon orgueil l'a laissé seul et fauché. Je n'ai pas répondu. Les tentatives sont devenues frénétiques, Juliette alternant entre supplications et insultes dans ses messages vocaux. Un soir, elle a appelé tard pour me dire que Marc était un monstre, qu'il l'avait frappé et volé, qu'elle était au plus bas et que je lui devais bien ça plus qu'on était mariés. J'ai écouté une fois et j'ai supprimé. Sa dernière tentative a impliqué un ami commun, Tom, qui était resté neutre. Il m'a envoyé un message disant que Juliette lui avait demandé de me contacter car elle voulait clore l'histoire proprement. Je lui ai dit brièvement la vérité et il a lâché l'affaire. Sa fureur a atteint un sommet, mais je suis resté de marbre. Ma vie prospérait, ma promotion était confirmée, mes missions annexes marchaient bien et ma relation avec Léa devenait sérieuse. Le chaos de Juliette n'était plus qu'un bruit de fond sans importance. Le point final a eu lieu de manière inattendue au mariage de Tom, 9 mois après la bombe de la thérapie. C'était une petite cérémonie en extérieur dans un parc. J'avais dit oui et je suis venu. Avec Léa. On était vraiment bien ensemble, on riait, on faisait des projets. Elle connaissait les grandes lignes pour Juliette, sans drame. J'ai aperçu Juliette de l'autre côté de la pelouse pendant la cérémonie, elle n'avait pas l'air à sa place dans une robe trop serrée, avec un maquillage trop lourd pour masquer sa fatigue. Elle n'était pas invitée au départ mais elle avait dû s'incruster grâce à sa sœur qui était amie avec la mariée. Après l'échange des vœux, lors du cocktail, elle m'a coincé près du buffet alors que Léa discutait. Un peu plus loin. Elle m'a chuchoté nerveusement que je n'avais pas l'air de m'attendre à la voir là, que j'avais l'air d'avoir réussi. J'ai hoché la tête. Poliment en disant que c'était le jour de Tom et qu'on devait rester correct. Elle s'est approchée encore et m'a supplié de l'écouter, jurant qu'elle avait changé, que Marc l'avait détruite mais que ça l'avait réveillée, qu'elle voyait ce qu'elle avait perdu et qu'elle ferait n'importe quoi pour reconstruire notre vie. Ses yeux se sont tournés vers Léa qui riait avec des amis, radieuse dans sa robe d'été simple. Le contraste était violent entre l'aisance de Léa et le désespoir de Juliette. Elle m'a demandé d'un ton cassant qui elle était, si c'était juste une relation rebond. J'ai posé mon assiette et j'ai dit d'une voix ferme que c'était Léa, que nous étions heureux et que pour nous deux, le train était passé. J'ai ajouté qu'elle avait fait son choix, que j'avais fait le mien et qu'elle ne faisait plus partie de ma vie, qu'elle était devenue insignifiante par rapport à mon avenir. Elle a reculé, l'hypocrisie revenant au galop, me traitant de froid et disant qu'elle pensait que j'étais quelqu'un de mieux que ça, de la larguer quand elle était au plus bas. Je l'ai corrigée calmement en lui rappelant que c'était elle qui était partie la première. Hypothétiquement ou non, et que j'avais construit quelque chose de vrai. Maintenant. Les larmes sont venues, mais la colère a gagné et elle m'a lancé que je le regretterais, que quand Léa serait partie, je verrais que c'était elle. L'unique femme de ma vie. J'ai haussé les épaules en m'éloignant, disant que j'en doutais fort et lui souhaitant de profiter du mariage. Léa m'a rejoint, m'a pris le bras et nous sommes allés à notre table. Juliette est restée un moment prostrée puis elle est partie, vaincue. C'était fini. La page était tournée. Selon ses termes à elle, mais ça m'était égal. Je l'ai bloqué définitivement ce soir-là.
Le divorce a été finalisé peu après, elle a récupéré l'appartement mais a dû le vendre rapidement à cause de ses problèmes financiers. Moi, j'ai eu une autre promotion et je voyage avec Léa. Ma vie est montée en gamme. La trahison a fait mal un temps, mais aujourd'hui ce n'est plus qu'une histoire ancienne.